Le président de la République est de retour au pays. Alassane Ouattara était en Afrique du Sud pour le 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, puis en France, où il a eu un entretien à l'Élysée avec le président français François Hollande. Le point dans quelques instants. La Côte d'Ivoire a été représentée à la 40e réunion annuelle de la Banque islamique de développement tenue à Maputo, Mozambique, par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabitoakeus. Le point de cette mission à l'étranger dans ce 20h. Dans ce journal, nous irons à la découverte de l'espace écotouristique situé en bordure de l'autoroute du Nord, le parc national du Banco, ou si vous voulez la forêt du Banco, situé en plein cœur du district d'Abidjan. Il y a des merveilles à découvrir. À suivre également dans ce journal les effets néfastes des pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan. Un éboulement de terrain s'est produit ce dimanche au quartier Mossicro dans la commune d'Atekoubé d'ici d'Abidjan. Bilan 4 morts et d'importants dégâts matériels. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. À ce titre, il faut ajouter la victoire de l'AS Tanda face à l'ASEC Mimosa. L'AS Tanda est donc premier du championnat national du Côte d'Ivoire après ce match de football comptant pour la 22e journée du championnat national. Je vous le disais dans les titres, le président de la République est de retour au pays après une dizaine de jours passés hors de la Côte d'Ivoire, au cours desquels il s'est rendu en Afrique du Sud pour le 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, puis en France, où il a eu un entretien à l'Élysée avec le président français François Hollande. Le chef de l'État est rentré ce dimanche en début d'après-midi à Abidjan. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Rappelons qu'à Paris, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue français François Hollande. Les deux chefs d'État ont notamment évoqué le conflit au nord du Mali, le programme mis en place pour le contrat de désendettement et de développement. Ils ont également parlé des investissements des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, était également à l'étranger, à Maputo, Mozambique. Albert Mabitoakeus représentait la Côte d'Ivoire à la 40e réunion annuelle de la Banque islamique de développement. Le compte-rendu de cette mission à l'étranger avec Thomas Nguessambi. À cette 40e réunion annuelle de la Banque islamique de développement, Albert Mabitoakeus n'y est pas allé en simple participant ou spectateur. Le ministre d'État ivoirien, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs gouverneur de la BID, a saisi cette aubaine pour annoncer la volonté et la disposition de son pays à tenir au mois de septembre prochain le Forum africain de la finance islamique. L'organisation de ce forum à Abidjan, de concert avec la Société islamique pour le développement, a un objectif: stimuler le développement du marché local et international de la finance islamique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Toute chose qui, selon lui, entre dans la dynamique du Plan national de développement 2016-2020. En poursuivant, Albert Mabitoakeus, qui dit travailler sous la conduite éclairée du président Alassane Ouattara, a ajouté que ce forum explorera le commerce transfrontalier entre les investisseurs internationaux et les pays africains en matière de finances islamiques. Et pour montrer l'intérêt qu'il y a à composer avec la BID et les excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'institution, le ministre d'État a évoqué l'émission imminente d'un soukouk avec la Société islamique de développement du secteur privé, SID, à hauteur de 300 milliards de francs CFA pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Prévu pour les 17 et 18 septembre prochains sur les bords de la lagune Éprier, le forum attend 300 participants de haut niveau en provenance des 4 coins du monde. La Côte d'Ivoire aura bientôt une chambre des rois et chefs traditionnels. La création de cette chambre, proposée par les autorités ivoiriennes, a été effectivement approuvée récemment par l'Assemblée nationale. L'heure est maintenant à la réalisation effective de ce projet. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, en charge du dossier, s'est rendu sur le chantier de la chambre provisoire dans le district autonome de Yamoussoukro. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction. Le témoignage de Abou Sanogo.
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, en visite sur le site provisoire du siège de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il est situé dans le quartier Riviera, non loin du bureau du Centre de coordination des décisions opérationnelles de Yamoussoukro. Accompagné des autorités politiques et administratives du district autonome de Yamoussoukro, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a pu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Je suis bien heureux de voir les travaux avancer. Je pense que d'ici à 1 mois, tout sera terminé et les rois seront autonomes. Ils auront donc leur siège, qui est un siège provisoire, parce que nous allons bâtir un plus grand siège. Et quand les souverains ou chefs d'État viendront à Yamoussoukro, ils pourront les recevoir ici en toute authenticité africaine. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est bâtie sur une superficie de 1500 mètres carrés. Elle va comprendre 13 bureaux, une grande salle de réunion, 2 guérites et un grand parking. Le magazine de ce dimanche au journal de 13h avait pour invité François Abondio, secrétaire général de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Il a été question de médiation comme mode alternatif de règlement des litiges dans le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Un extrait de l'invité. La CACI, donc, est un centre de règlement des litiges qui met à la disposition des opérateurs économiques 2 procédures essentielles, la médiation et l'arbitrage, pour permettre donc à ces opérateurs économiques de régler leurs litiges en dehors des juridictions étatiques. Aujourd'hui, c'est tellement difficile d'avoir des partenaires que quand il y a un litige, il vaut mieux qu'ils s'entendent, qu'ils règlent eux-mêmes leurs litiges, qu'ils aient la responsabilisation de ce règlement, au lieu d'aller confier donc leurs litiges à un juge pour qu'il tranche. L'avantage, c'est la rapidité, puisqu'ils sont à l'origine du règlement de leurs litiges. C'est eux-mêmes qui décident des pas qu'ils peuvent faire les uns vers les autres. Donc il y a la rapidité, il y a la confidentialité, et puis il y a la responsabilisation. Et puis d'autre part, puisque ça va vite, ça coûte moins cher. François Abondio était donc l'invité de Alvor Assa. Parlons maintenant de désarmement. L'opération Bonheur se poursuit sur le terrain. Après Abidjan, où 1325 armes ont été collectées, l'opération se déroule à l'intérieur du pays depuis le 5 juin dernier. Nous vous proposons l'étape dernièrement avec notre reporter Hamza Diaby. La rétrocession des différents sites occupés par les ex-combattants et la mise de ces derniers à la disposition de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, s'inscrit dans le cadre de l'opération Bonheur qui s'est déroulée à Abidjan du 20 avril au 2 juin dernier. 3177 ex-associés au FRCI ont adhéré au processus. 1325 armes, 220 grenades, 45 roquettes et 49 obus collectés sont ici en train d'être marqués. Le marquage est réuni de différents éléments. D'abord le logo CEDEAO, ensuite le code ISO du pays, par exemple la Côte d'Ivoire CI, le code de l'unité et ensuite le numéro avec lequel l'arme a été fabriquée. Le marquage porte sur les armes fonctionnelles et conventionnelles collectées. Une fois marquées, elles sont reversées dans les arsenaux nationaux et redistribuées aux différents corps des forces armées régulières. Le marquage s'avère donc une étape essentielle dans la réforme du secteur de la sécurité. En tant qu'acteur majeur de la sécurisation de la Côte d'Ivoire, le marquage des armes, dont les 1095 armes de ce jour, nous permettra d'exécuter nos missions en toute sûreté et dans la mesure où une traçabilité des armes accroîtra notre responsabilité individuelle et collective. Le marquage des armes nous assure qu'elles ne seront plus utilisées à des fins personnelles, mais uniquement dans l'intérêt de la nation. L'opération Bonheur se poursuit actuellement à l'intérieur du pays jusqu'au 22 juin prochain. Depuis son démarrage, elle contribue fortement au renforcement du climat de sécurité, à la normalisation de la situation post-électorale et au renforcement de la cohésion sociale. C'est maintenant la période des résultats des examens de fin d'année. Et pour le CEP et l'entrée en 6e, par exemple, les résultats ne sont pas encourageants, ne sont pas bons. Dans plusieurs localités, dans le Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire, il y a eu seulement 25% d'admis. Une réunion a été convoquée par le préfet du département pour comprendre les raisons de ce faible taux de réussite.
Thérèse Tapeyoboué. Dans le département de Séguélon, région du Kabadougou, les résultats scolaires 2014-2015 ont été faibles aux examens du CEP et à l'entrée en 6e. Sur un effectif global de 288 candidats ayant pris part aux épreuves, seulement 72 ont été déclarés admis, soit un taux de 25% d'admis. 2 villages du département ayant présenté 16 candidats et 14 ont enregistré chacun 0% d'admis. Face à ces résultats, le préfet du département a rencontré les responsables de l'éducation de la région. Séance tenante, je ne peux pas prendre des mesures. Nous allons analyser toutes les difficultés que vous avez évoquées et puis les propositions de solutions vont être faites à la réunion, à la grande réunion de rentrée. Sur les 26 villages que compte le département, seulement 13 disposent d'une école primaire. Il faut ajouter à cela le manque de matériel didactique, le déficit d'enseignants dans certaines écoles et l'emploi d'enseignants volontaires. Des difficultés évoquées par les responsables locaux au cours de cette rencontre. Nous sommes en train de sortir d'une période de guerre où certaines écoles avaient été tenues par des vacataires. Donc tous ces élèves se retrouvent aujourd'hui au CM2. Il fallait s'y attendre, c'est-à-dire qu'il fallait s'attendre à ces résultats. L'enseignant ne faut pas aller travailler encore, en tout cas dans mon avis. Les enfants n'étudient pas, mais pour que vous fassiez vos efforts encore. Le président du conseil régional du Kabadougou a invité les responsables des écoles du département à répertorier leurs besoins auprès du préfet et a promis un soutien du conseil régional. À cet effet, 1000 tables bancs seront mises à la disposition des écoles de la région du Kabadougou. Je vous le disais dans les titres, un éboulement de terrain s'est produit ce dimanche au quartier Mossikro, dans la commune d'Atekoubé, district d'Abidjan. 4 décès ont été enregistrés selon les parents de victimes. Le drame s'est produit aux environs de 4 heures du matin. Les corps retirés des décombres ont été enlevés aux environs de 10h30 ce dimanche par les services des pompes funèbres. Le deuxième éboulement est survenu dans le sous-quartier Koukourokoro, où une fille de 4 ans est décédée. Comme chaque année, la Côte d'Ivoire fait face à ces éboulements de terrain et des inondations pendant les saisons des pluies. Je vous invite maintenant à découvrir ou à redécouvrir pour certains cet espace écotouristique situé en bordure de l'autoroute du Nord, le parc national du Banco, ou si vous voulez, la forêt du Banco. Banco signifie à l'origine source d'eau rafraîchissante en langue ébriée. Devenu Banco par déformation administrative, il ramène désormais à un trésor naturel. La forêt du Banco. La forêt du Banco a le mérite d'avoir survécu au phénomène de destruction des forêts. C'est pourquoi elle est classée parc national du Banco depuis le 31 octobre 1953. Situé en plein cœur de la ville d'Abidjan, le parc national du Banco s'étend sur une superficie de 3474 hectares. Il procure pluie et oxygène aux populations de la capitale économique depuis plus de 90 ans. La forêt du Banco, avec ses étendues primaires et secondaires, s'offre de façon généreuse au public. Mais comment accède-t-on à la forêt du Banco? Nous avons 4 entrées, mais aujourd'hui, il y a 2 entrées qui sont véritablement exploitées, notamment l'entrée sud et l'entrée espace écotouristique qui juste l'autoroute du Nord. Peu importe l'entrée qu'il prend, le visiteur parcourt 38 km de piste et est forcément émerveillé par la belle et luxuriante verdure qui défile sous ses yeux, avec en prime une surprise à tout moment. On peut rencontrer des animaux accidentellement, à certains qui sont rentrés, on a une famille de chimpanzés à l'intérieur, vous avez des corbes, vous avez des céphalophes, etc. Comme nous sommes en forêt, c'est plus facile pour ces animaux-là de se camoufler que d'être, découverts. Ainsi, pour le visiteur, découvrir un animal dépend du facteur chance. On a vu un petit singe en entrant dans la forêt, donc on a regardé le singe, c'était vraiment bien. Chimpanzé vient, il vient, il s'amuse ici, et puis il voit les photos dans le milieu là, et puis il s'amuse, et puis il n'attaque pas. Les destinations du parc sont variées. On y trouve une école forestière. Aujourd'hui, elle n'abrite que 48 élèves à Luyette, avec à côté des habitations pour les travailleurs. Pour les 48 élèves, le parc constitue par excellence un champ d'expérimentation et d'exercices pratiques.
Il s'agit de vider totalement les temps de sorte à séparer les géniteurs et les fingerlings qui seront demain sexés, de sorte à conduire seulement que les mâles en grossissement. C'est l'objectif de l'exercice. Le parc national du Banco, c'est aussi des aires de pique-nique, des espaces de détente, des foyers de camping, une piscine traditionnelle en réfection, des images de 34 merveilles du monde, des arbres d'intérêt scientifique. Avec ses composantes, la forêt du Banco allie harmonieusement écotourisme, histoire, recherche et divertissement. Les usagers du parc national du Banco sont des familles, des amis, des collègues qui effectuent des visites d'agrément. Pour les établissements scolaires, le parc est aussi une opportunité de visite d'études. Depuis 5 ans, je suis le guide du parc national du Banco. J'apprends les élèves, généralement les visiteurs aussi, les touristes, l'importance du parc national du Banco. Et aussi, pourquoi cette forêt-là, elle est au cœur de la vie d'Abidjan. Montrer aussi également l'histoire de cette forêt-là, la faune sauvage qui se trouve dans le parc national du Banco. Après des heures d'inépuisables découvertes, bienvenue à la Maison de la Nature, un autre objet de curiosité. Jadis résidence du gouverneur reste, le vestige historique réhabilité a désormais vocation d'instruire le public sur les animaux et la flore. Les responsables du parc souhaitent davantage de visites. Mais depuis quelque temps, le parc souffre de préjugés concernant l'insécurité. Il y a plus d'insécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur. Toutes les grandes forces ou les grands commandements, comme on le dit généralement, font des manœuvres à l'intérieur. L'insécurité zéro n'existe pas. C'est pourquoi nos équipes patrouillent de jour comme de nuit pour rassurer les populations qui veulent vraiment venir découvrir le parc. Faut-il le dire, le parc national du Banco est si près de nous. Il n'attend que nous, avec ses générosités insoupçonnables et ses bienfaits naturels inépuisables. Voilà, c'était le reportage de Armand Boui, stagiaire à la rédaction, reportage rendu par Laurent Banga. La communauté internationale célèbre le 23 juin prochain la journée des veuves. Pour marquer cette commémoration, l'ONG Femmes pour la Solidarité a fait un don à 300 femmes veuves, mais surtout démunies. Suivons les temps forts de la cérémonie de remise. Sylvie Ndri, la quarantaine, est mère de 5 enfants. Elle est aussi veuve depuis maintenant 6 ans. Une situation difficilement vécue. Quand tu perds ton mari, c'est que c'est pratiquement fini. Jouer à la fois le rôle du père et de la mère, elles sont nombreuses ces femmes qui du jour au lendemain s'y sont senties obligées, avec souvent l'éducation d'enfants à bas âge. En prélude à la journée internationale de la veuve, commémorée le 23 juin de chaque année, ONG et organisations de la société civile mènent des actions en faveur de ces femmes. L'ONG internationale des femmes pour la solidarité initie alors une cérémonie de remise de dons à environ 300 femmes de la commune de Koumassi, dont composées de vivres et de non-vivres. Ces femmes, elles sont tout le temps délaissées. Et comme je peux dire, la veuve, c'est un nerf sciatique au sein de l'ONG. Et c'est pour cela que cette cérémonie a lieu. C'est vraiment un acte d'action humanitaire qui vient, n'est-ce pas, donner un peu de gaieté, un peu de joie aux femmes pour effectivement leur permettre de se sentir plus à l'aise dans tout ce qu'elles font. Un geste apprécié par les bénéficiaires. Vous savez, donner, ce n'est pas donner à tout le monde de donner. Et je salue beaucoup vraiment l'ONG qui pense vraiment aux veuves. L'ONG internationale des femmes pour la solidarité existe depuis 1997. Elle est présente en Afrique de l'Ouest et centrale. En plus de l'aide qu'elle apporte aux veuves, cette ONG vient en aide également aux personnes démunies, délivre des prises en charge et des kits scolaires aux enfants à chaque rentrée scolaire. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette session de renforcement des capacités des vétérinaires initiée par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Objectif, répondre aux normes internationales en vigueur dans le domaine de la santé animale, nous dit notre reporter Victorine Yao Yoboué. Le retard de la Côte d'Ivoire en matière de services vétérinaires ne se situe pas seulement au niveau de la pratique des professions vétérinaires. Tous les textes législatifs et réglementaires qui régissent le secteur ne répondent plus aux normes internationales.
Comme solution à ces lacunes relevées depuis 2012, l'Organisation mondiale de la santé animale a préconisé la révision du cadre juridique et réglementaire des services vétérinaires, également la mise à niveau des praticiens avec un accent particulier sur la formation des formateurs de vétérinaires en Côte d'Ivoire. Le renforcement des capacités des formateurs étant le moyen le plus sûr et le plus rapide de vulgariser les bonnes pratiques vétérinaires selon les experts. La direction des services vétérinaires a pour mission de préserver la qualité des denrées animales et d'origine animale, ainsi que d'assurer l'information zoosanitaire. Son rôle est primordial pour faire éviter aux populations des maladies telles que Ebola, la grippe aviaire et la vache folle. D'où l'urgence pour le ministère des Ressources animales et halieutiques de se mettre au diapason des règles en vigueur. Des producteurs d'EVA peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement. Le PESAC, le projet d'appui au secteur agricole et le Fonds de développement EVA ont lancé une opération de plus de 18 000 plans d'EVA avec le concours de bailleurs de fonds internationaux. Des précisions avec Christelle Melan. Dans son petit village, Catherine menait sa vie comme elle pouvait. On se débrouille ici, on n'a rien. Nous sommes dans un pays pauvre. On a besoin d'aide. Pour Maurice, aller au champ lui permettait de vivre au jour le jour. Ce nouveau projet va complètement changer les choses pour eux. Ils envisagent désormais la vie avec plus d'optimisme. Le VIA est bon parce que ça nous aide à gagner de l'argent. Je peux occuper de ma famille, regarder mes enfants qui sont au collège. Ce projet, c'est le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. C'est une initiative financée par l'État de Côte d'Ivoire, les filières agricoles, avec l'important soutien de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Avant, un hectare d'EVA était obtenu au prix de 250 000 francs. Quand le FDH seul intervient, ça permet de ramener le prix de l'hectare de plan à 150 000 francs. L'arrivée du PESAC permet aux planteurs aujourd'hui d'avoir accès à ces plants de qualité, mais au prix de 12 500 francs. Le PESAC est lancé et n'attend plus que la mobilisation des Ivoiriens. Nous lançons un appel pour que les jeunes, les femmes et les producteurs en général prennent contact avec la PROMAC, le FDH, pour s'inscrire dans ce programme que le PESAC met à leur disposition, qui seront autosuffisants, qui vont pouvoir se prendre en charge leur famille. Cette cérémonie de Ebikro à Aboisseau, suivie du planting, marque le lancement du projet pour 2015. La subvention sociale des plans d'EVA, soutenue par le PESAC, est en œuvre pour créer 18 500 hectares d'EVA dans les régions du Sud Comoé, de Lamé et du Boclé. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est annoncée pour le mois d'octobre prochain. Pour l'instant, l'heure est à la sensibilisation des électeurs. Dans la région de Touba, le conseil régional du Bafing a invité récemment les populations à s'inscrire sur la liste électorale. Le témoignage de Mamadou Kouassi. Après une tournée de sensibilisation sur les audiences foraines, la Sénat Diomandé retourne pour une autre tournée dans les différentes localités du Bafing. Le président du conseil régional et son équipe sillonnent depuis quelques jours les sous-préfectures de la région pour convaincre leurs parents de s'inscrire massivement sur la liste électorale. Dans toutes les localités visitées, la Sénat Diomandé a expliqué aux populations l'importance de cette opération. Selon lui, cette initiative leur permettra de participer aux prochaines élections afin de renouveler leur confiance en Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Celui qui leur permet aujourd'hui, selon la Sénat Diomandé, d'avoir un quotidien heureux. Le président du conseil régional du Bafing a profité de la cérémonie d'installation du nouveau chef de canton de Santa dans le département de Waninou pour rappeler ces informations. La Sénat Diomandé a rassuré les 55 000 requérants des audiences foraines qu'ils auront tous leur carte d'identité et leur certificat de nationalité. Pour lui, la seule alternative de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire demeure le président Alassane Ouattara, qui a entamé ses idées pour une Côte d'Ivoire prospère à l'horizon 2020. Au nouveau chef de canton de Santa, le président du conseil régional invite à gérer ses hommes selon leurs traditions. Tout comme le président du conseil régional du Bafing, le secrétaire général de préfecture de Waninou a demandé aux populations de devoir respect et soumission à leur nouveau chef pour la cohésion et le développement de leur sous-préfecture. Il a également rappelé les initiatives du chef de l'État en faveur des chefs traditionnels, garants de nos cultures. Installé selon la tradition Maou, le nouveau chef de canton promet de travailler pour l'union des fils et filles de Santa afin de contribuer au développement de leur sous-préfecture en particulier, mais de la Côte d'Ivoire en général.
L'organisation Force 2015 invite également les Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale. Message lancé au cours d'une tournée d'information et de sensibilisation les temps forts avec Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. La réussite de l'opération de révision du listing électoral est à l'heure actuelle la priorité de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015. Dans un siège du RDR de Bouaké, plein de responsables et de membres de la Force 2015 de la région de Bouaké, le président de ce mouvement de soutien aux actions du chef de l'État, Charles Niaoré, a expliqué comment son organisation compte aider à la réussite de l'opération de révision du listing électoral. Nous avons décidé d'axer notre politique sur ce qu'on appelle les crieurs publics, c'est-à-dire les djellibas. Nous voulons donc, à travers les djellibas, faire la sensibilisation pour que le maximum de personnes puissent participer à cette opération. Outre les griots ou djellibas en langue malinké, Charles Niaoré a demandé à chaque coordination de la Force 2015 de mettre en place des équipes de 2 à 3 personnes pour faire du porte-à-porte. Un choix technique et une initiative appréciée et saluée par les responsables du RDR du département de Bouaké, présents à la rencontre. Aller dans la ville, aller partout, expliquer à nos parents l'urgence qu'il y a à aller se faire recenser. Merci en tout cas d'avoir initié cette rencontre à Bouaké. Ça réveille davantage le RDR. Fanny Mamadou, coordonnateur régional de la Force 2015 pour la région de Bouaké, a expliqué à l'assistance que sont concernés par cette opération de révision du listing électoral les jeunes âgés de 18 ans et plus et tous ceux qui ont participé aux élections de 2010 et 2011. C'est dans une ambiance des grands jours que les responsables de la Force 2015 de la région de Bouaké et le président national du mouvement, Charles Niaoré, se sont quittés pour vite investir le terrain pour la sensibilisation et la mobilisation des populations autour de l'opération. De la religion à présent, la mosquée Salam dans la commune du Plateau, dans le district d'Abidjan, a abrité la 10e édition du concours sous-régional de la lecture du Coran. Cette édition en 2015 de ce concours avait pour thème « Ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez vos forces ». 8 candidats venus de 7 pays ont participé à ce concours sous-régional. Le point avec Guillaume Zéré et Christelle Melan. L'édition 2015 du concours sous-régional de la lecture du Noble Coran. La Côte d'Ivoire présente 2 candidats opposés à ceux du Bénin, du Ghana, du Togo, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Initié par la LIPSI, Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, ce concours encourage la jeunesse africaine à la mémorisation du livre sacré de l'islam. En ce mois de pénitence, il revêt davantage d'intérêt. En organisant cette cérémonie pendant ce mois béni, donc ça nous donne plus de mérite. Les enfants qui commencent la mémorisation du Coran, et même quand ils vont après à l'école occidentale, c'est des enfants qui sont remarqués par leur intelligence. Pour la circonstance, la mosquée Salam du Plateau a accueilli plusieurs personnalités, des guides religieux, des représentations diplomatiques, mais aussi des personnalités politiques. Un religieux a des limites, un croyant a des limites. Tandis que si on n'est pas croyant et qu'on n'est que politique, eh bien ça peut être extrêmement dangereux. Le concours sous-régional de lecture du Noble Coran est à sa 10e édition. Après délibération, le jeune Oumar Diagouraga du Mali a été déclaré grand vainqueur. Rappelons qu'après une dizaine de jours passés hors de la Côte d'Ivoire, au cours desquels il s'est rendu en Afrique du Sud pour le 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, puis en France, où il a eu un entretien à l'Élysée avec le président français François Hollande. Le chef de l'État, comme vous le voyez, est rentré ce dimanche en début d'après-midi, ici à Abidjan, donc au pays. Terminons ce journal avec l'ambiance qui a prévalu à l'occasion de la fête des pères célébrée ce dimanche. Est-ce véritablement une célébration? La réponse avec Franck Kouadio. Abidjan, capitale économique, des rues bien calmes. Dans la cité de Cocody, cette journée dominicale est particulière, c'est le jour de la fête des pères. C'est presque la même chose, comme la fête des mères. Parce qu'une mère ne peut pas enfanter seule. C'est en accord avec un homme
qu'on fait des enfants. Donc, de la même manière que nous fêtons les mamans, quand le moment opportun de la fête des pères arrive, nous devons aussi célébrer les papas. Célébrer les pères, certes, mais à la pratique, il y a selon certains peu d'engouement. Aujourd'hui, par exemple, mon fils m'a envoyé un message, ma belle-mère m'a envoyé un message, et puis trois amis m'ont envoyé des messages. C'est à tout à l'heure que je vais répondre, c'est tout. Mais fait des mères, on fait beaucoup de messages. Et là, par exemple, aujourd'hui, depuis le matin, bon, la vie est tellement calme et puis bon, on ne dirait pas qu'on fait des peines. Peu d'effervescence, propos confirmés par cette vendeuse. Elle tient une boutique d'articles divers. Ce n'est pas la grande affluence. Fête des pères, là, franchement, on ne sent même pas. Moi, par rapport à la fête des mères, la semaine passée, en tout cas, on a senti qu'il y avait une fête. Mais pour les pères, là, je suis assis depuis le matin, il ne fait que bailler seulement. Il n'y a même pas de client même. Le temps de se lamenter et bientôt une première cliente. Cette jeune fille est venue choisir un petit cadeau pour papa. Comme je dis, c'est la fête des pères. Donc je suis venue acheter des cadeaux pour lui. Célébrer le père. Il faut chercher longtemps tout de même pour en voir la matérialisation. Blocos, village à quartier de Cocody, chez Agbaï Félicien, conseiller économique, une table dressée. Les convives sont les papas, honorés par les membres d'une chorale du village voisin d'Aboboté. La fête des pères commence à rentrer dans les mœurs. De petit à petit et de plus en plus, les Ivoiriens commencent à fêter la fête des pères. Un message, un cadeau ou même une pensée pour papa, c'est déjà ça de gagner. La fête des pères, rappelons-le, a lieu de façon générale dans le monde le 3e dimanche du mois de juin. On peut dire que Agbaï Félicien a de la chance. Fin de ce journal supervisé par Michel Mambo. À 23h, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.